Bluetooth mode. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Et sur Europe 1, Franck Ferrand nous parle aujourd'hui d'une des pierres les plus précieuses de tous les temps, le célèbre diamant bleu. Bonjour Franck. Bonjour Julia, bonjour à tous. Vous aimez les diamants, vous? J'adore ça. Vous allez être servi. Celui dont je vais vous raconter le parcours incroyable est en effet le plus célèbre de tous les diamants. C'est le fameux diamant bleu de la couronne de France, qu'on appelle ainsi parce qu'il était tout bleu, presque comme un saphir, mais en beaucoup plus lumineux. Cette pierre s'appelle aussi le diamant Hope, du nom de son ancien propriétaire. Un nom paradoxal parce que Hope en anglais, ça veut dire espoir. Alors qu'en fait, ce diamant a la réputation de porter malheur. Voilà, c'est en tout cas ce que prétend la légende. Un diamant maudit qui a fait tourner bien des têtes et dont on peut désormais reconstituer avec certitude l'invraisemblable trajectoire depuis 3 siècles et demi. Évidemment, vous imaginez bien qu'on n'allait pas s'en priver. Sur Europe 1, au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. Cela fait un siècle tout rond que les Américaines sont folles de ce diamant. Du reste, à la Smithsonian Institution de Washington, où la pierre est actuellement exposée, elle reçoit chaque année, tenez-vous bien, la visite de quelques 10 millions de visiteurs, 10 millions de personnes qui se pressent pour voir cet extraordinaire diamant Hope. Alors, la fièvre américaine pour cette pierre, on peut dire qu'elle ne s'est jamais démentie depuis 1911, depuis qu'Evelyn Walsh McLean, la jeune épouse de l'héritier américain Ned McLean, se l'est fait offrir par son mari. Elle se l'est fait offrir à Paris, chez Cartier. C'est Pierre, l'un des 3 fils d'Alfred Cartier, qui le lui a vendu. Pierre, à l'époque, est en charge de la clientèle américaine, ce qui fait qu'il sait tout à fait le genre d'histoire qu'il faut raconter aux jeunes et aux riches héritières pour les faire craquer. Et il raconte l'histoire de cette pierre en s'appuyant sur les récits de l'aventurier français du XVIIe siècle, Jean-Baptiste Tavernier. Un soir, dit-il, un voleur s'est laissé enfermer dans un temple en Inde. Son but était de dérober pendant la nuit le
Franck Ferrand nous parle de son nouveau livre. Vous aimez Au cœur de l'histoire sur Europe 1, alors ce message est pour vous. Parmi les grands récits de l'émission, j'ai choisi mes préférés et j'en ai fait un livre. Des pharaons aux cosmonautes, voici 30 aventures inoubliables des personnages hors du commun. Avec en cadeau, un CD de 4 histoires inédites. Au cœur de l'histoire, aux éditions Flammarion. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. La journée est dédiée au baiser, au soupir, à l'amour. Alors, Franck Ferrand, donc on peut écouter, je suis comme ça, moi. Jusqu'au cœur du harem de Topkapi à Istanbul, sur les traces d'une jeune esclave. Franck Ferrand nous parle... Parallèle avec la partie des hommes. Alors, Véronique Pellissier, vous nous dites, en fait, elle avait peut-être provoqué cet incendie, ça servait ses dessins. Il y a toujours, dès qu'on parle de Roxelane, Isidore de Saint-Pierre, il y a toujours une sorte de suspicion, on la suspecte d'être une politique avant tout et d'avoir toujours 3 ou 4 idées derrière la tête. Elle était une politique avant tout, mais là je ne suis pas tout à fait Farouk Bellissi sur l'incendie, parce qu'il ne faut pas oublier qu'un des biens les plus chers de Soliman, c'est-à-dire toute la bibliothèque de Matthias Corvin qui était en Hongrie, a disparu dans cet incendie. Et je crois que Roxelane, qui était une lettrée, n'aurait pas pris un risque que tant de belles choses disparaissent. Je crois que les maisons étaient en bois, encorbellement, comme les maisons médiévales françaises, et le feu se communiquait très vite. Mais elle en a largement profité après. Ça, c'est tout à fait vrai. Vous la rendez peut-être un petit peu plus calculatrice qu'elle n'est. Vous m'aviez dit avant l'émission de la femme. Alors, vous savez, rien, mais enfin, il y a quand même au moins ce qu'il pouvait faire, en fait, c'est en fait, tout simplement, le palais pouvait être restauré et retourné, effectivement, ce qui n'est absolument, ce qui n'est absolument pas entré dans les calculs, en fait, de Roxelane. C'est dans ce sens-là que sinon le sultan a parfaitement les moyens de réparer en fait le palais et de renvoyer le harem. On va revenir dans un instant sur ce harem. Moi, je me rappelle la première fois que j'ai visité ce harem de Topkapi. J'ai été très surpris parce qu'on s'attend à un palais des mille et une nuits et c'est peut-être la partie la plus modeste finalement, la plus resserrée de cet extraordinaire ensemble palatial qui domine la mer de Marmara. Nous nous promenons, vous l'avez bien compris, dans une belle histoire et qui est aussi une histoire d'amour en cette Saint-Valentin. Nous partons pour Istanbul dans un instant. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Nous vous racontons aujourd'hui sur Europe 1 l'histoire d'amour entre une jeune esclave. Cette année 2017 est celle du 5e centenaire de la Réforme, 500 ans de protestantisme, comme va nous le raconter aujourd'hui Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. En effet, 500 ans se sont écoulés depuis que le 31 octobre 1517, un certain Martin Luther a affiché ses 95 thèses sur la porte de l'église de Wittenberg. C'est là que je vais vous emmener dans un instant pour vous raconter cet épisode extraordinaire. Et dans la foulée, nous parlerons de Luther, de son rôle historique avec le professeur Schex, ancien directeur du Centre de la Renaissance. Et nous suivrons aussi Clémentine Portier-Kaltenbach jusqu'à Wittenberg. Mais oui, Clémentine n'est jamais loin quand il est question de Luther et des luthériens. J'ai hâte de l'entendre nous décrire ces lieux d'où est parti l'un des plus fascinants mouvements de pensée des temps modernes. Faisons, si vous le voulez, un saut dans le temps, ou un petit bond d'un demi-siècle. Nous sommes donc le 31 octobre 1500. Que je vous situe les choses, nous sommes dans une Europe marquée par énormément de conflits. 1517, le début du règne de François Ier, bientôt l'élection sur le trône du Saint-Empire romain germanique, des guerres bien sûr, des épidémies, etc. Dans un monde difficile, disons les choses, et voilà que le plus somptueux, le plus éclatant symbole du pouvoir de la chrétienté est en train de voir le jour, à Rome bien sûr, au Vatican. Il s'agit, vous l'aurez compris, de la basilique Saint-Pierre. Le pape Léon X, qui est le 3e souverain pontife à s'occuper de ce gigantesque chantier, a confié la conclusion de ses travaux pharaoniques au peintre de génie Raphaël. Il tient à ce que sa basilique soit achevée, et je cite le pape lui-même, avec toute la magnificence.
Yeah.